On va commencer par l'exercice 1. Voilà, donc, je vais continuer sur la même page. Mais je vais descendre en bas et mettre ici H1. Bon, ça, on ne risque pas vraiment de travailler. Voilà, on était là. Correction, TP, on va dire exercice 1. Alors ici, on doit mettre en place ce qu'on appelle une liste. Voilà, une liste ordonnée, on utilise OL. À l'intérieur, on a 3 éléments. Alors, le premier élément, introduction. Je suis monté là-bas, j'ai trouvé une salle, mais sauf que la télé aussi, même chose. Les autres salles, ceux qui font cours, ne font pas un cours pratique, mais ils ont la télé, ils n'utilisent pas. Attends. Boss, la télé là, il faut arranger, hein. C'est pas parti. Ouais. Premier élément, c'était quoi? Introduction, développement, etc. Ah, c'est pas possible.
Ok, super. Je pense que on est bon maintenant. Dans introduction, développement et quoi? Conclusion. Développement et conclusion. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi, profitez pour bien voir et comprendre et me poser des questions s'il le faut. Yes. Voici pour le moment la liste qu'on vient de mettre en place. Oui. Sûr. C'est bon ici. Ok, voilà. Maintenant, donc, on va faire ce qu'on appelle le changement du type de numérotation. Donc, sur OL, on va mettre type et puis on met grand E. Et là, on va avoir ce qu'on appelle le type de numérotation grand 1, grand 2, grand 3. Ça, c'est pour la liste principale, intro, développement, conclusion. Et pour chaque élément de cette liste, on a une sous-liste. Bon, une liste qui se trouve sous chaque élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va cibler ici, après introduction, on doit avoir une liste non ordonnée, UL, et on met 3 éléments. Ici, le premier élément, contextualiser le sujet. Le deuxième, poser la problématique. Et enfin, annoncer ensuite, pour le développement, on a aussi une liste. Attention. On a une liste avec 2 éléments. Premier élément, thèse. Ensuite, antithèse. C'est comme ça ou bien il y a tiré de quelque chose? C'est comme ça. Espace. Le dernier, il y a une sous-liste, non? Pour conclusion, combien d'éléments? Ok. Le premier, résumé, et le deuxième, perspective. Ok, donc voici le résultat de nos listes. Parfait. Alors maintenant, on va maintenant améliorer ce qu'on appelle cette liste-là. Premier, ou du moins c'est la première sous-liste ici, on voit que les puits sont d'une manière carrée. Donc, on va venir ici sur cette liste UL, mettre type, voilà, dans Square. Ensuite, je viens, j'actualise, on voit qu'il y a le Square. Le deuxième, normalement, ça correspond textuellement à déjà ça. Maintenant, le dernier, perspective et résumé. Comment avoir ce cercle rempli? Alors donc ici, type. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi, c'était de faire des listes à l'intérieur d'autres listes. C'est tout simplement ça le principe pour l'exercice numéro 1. Ainsi, on vient de répondre à l'exercice 1. Est-ce que tout le monde a compris? Super, l'exercice 2. Alors, il fait H1, exercice 2. Alors, ça concerne les tableaux. Je mets ici tableau, exercice 2, tableau. Alors, on va mettre en place un table. On avait dit qu'un tableau doit avoir des lignes. Est-ce qu'on a parlé de en-tête et de corps d'un tableau? On n'a pas parlé. On a juste dit tableau, ligne. Ok, on va se limiter juste là. Alors, TR. L'idée, c'est que vous devez comprendre ici, sur ce tableau,
Sur ce tableau, la première ligne représente à peu près l'ensemble des colonnes sur chaque ligne. Donc, lorsque vous voulez faire des tableaux qui vont avoir ce qu'on appelle des formes, comme vous voyez là, la première des choses, c'est de faire d'abord le tableau avec toutes les colonnes normales sur chaque ligne. Et après, vous allez passer à ce qu'on appelle les fusions. Ne commencez pas à écrire en pensant directement aux fusions. Non, non, non. Représentez d'abord le tableau d'une manière uniforme. Quand je dis uniforme, ça veut dire que chaque ligne, même nombre de colonnes. Ici, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Donc, vous allez faire chaque ligne 7 colonnes. Et ensuite, vous allez fusionner les colonnes. C'est bon? On a 7 colonnes pour chaque ligne. Donc, je fais ici TD7. Alors, ensuite, heure, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et samedi. On n'oublie pas de préciser border. Exactement. CTH. Alors, border 5. Alors, ici, TH. 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 Oui? Il faut d'abord savoir c'est quoi qui est rapide. Alors ici, on vient de mettre en place juste un tableau avec une ligne. Et je vous avais montré que la première ligne, ce qui concerne l'entête là, on va créer les colonnes avec des TH. Donc je viens de créer un tableau de une seule ligne, un TR, avec 7 TH, ça veut dire 7 colonnes, qui sont tous des colonnes de titre. Quand je dis colonne de titre, je fais allusion à cette première ligne-là. Vous voyez que les textes sont un petit peu écrits en gras. C'est bon? Donc, pour ceux qui ont dit que je suis un peu rapide là, je viens de représenter uniquement cette première ligne et j'ai mis chaque colonne, au lieu de TD, je mets TH pour que les textes là soient en gras. Mais ça doit être au nombre de 7. C'est bon? Ok, parfait. Donc, c'est ce que je viens de faire. Si je fais CTRL S, ici, actualiser, voici le résultat. Heure, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi. Alors, il nous faut maintenant 1, 2, 3, 4 autres lignes de 7 colonnes. Donc, je vais mettre d'abord TR, TD, 7 colonnes. Voilà. Et ensuite, on va continuer sur la suite. Alors, donc ça fait deuxième ligne. Je vais copier. Il nous reste combien de lignes? Si on a fait la deuxième ligne, il nous reste 1, 2, 3 lignes. Donc, je copie, je colle. Ça fait 1, 2 et 3. Ça fait 5 lignes. Et voilà. Donc, on va maintenant sur chaque ligne remplir les colonnes. Sur la deuxième ligne, première colonne, qu'est-ce qui est marqué? 8h, 10h. Donc, on met 8h, 10h. Deuxième colonne, prog. Troisième colonne. Quatrième colonne. Hein? Koloban. Proba. Ensuite, cinquième colonne. Télécom. De base. Ensuite, sixième. XML. Septième. T.
Un dev web. Ok, donc ça, c'est la deuxième ligne. Web 1. Ça, c'est la deuxième ligne. Troisième ligne, première colonne. 10h midi. Deuxième colonne. Alprog. Troisième colonne. Architecture. Quatrième colonne. Proba. Cinquième colonne. C'est la même chose, hein? Ok. Télécom de base. Ensuite, XML, Dev Web 1. Ok. D'accord. Je, je pensais que c'était la même chose. Ok, ça marche. Troisième. 15h. Pardon. Deuxième colonne. Hein? Il n'y a pas. On va mettre projet. Projet. On va mettre 1. Comme ça, on va différencier sur les autres lignes. Ensuite, vide. Et ensuite, projet. Ensuite, vide. Ensuite, hmm? Ici, jeudi posé perso, vendredi c'est vide. Alors, ok, il y a deux colonnes. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord de supprimer la dernière ligne. Non, je ne supprime pas. Je dois mettre... Là où il y a les vides, là, on va mettre des choses, c'est bon? Je vais mettre X, ça c'est combien? Sixième ligne. Je vais mettre Y, sixième ligne. Vous allez comprendre tout à l'heure le pourquoi. Je vais mettre Z, 6 pour parler de la sixième ligne. Et je vais mettre, oui. On va voir ça ici. Pour le moment, je veux tout simplement qu'on puisse avoir toutes les informations. C'est bon? Et puis là où on ne doit pas avoir des informations, on ne mettra pas. Alors, projet perso, est-ce qu'il est au niveau de mercredi? C'est au niveau de jeudi. Voyons ici. Ici, mercredi, il n'y a rien. Donc, lundi, mardi, normalement, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lundi, mardi, c'est là. Et projet perso, je vais le déplacer et le mettre là. Voilà. Donc, normalement, c'est ça. Mercredi est vide. Je pense que là, c'est beaucoup plus simple. Et normalement, c'est ça qui est vide et ça qui est vide. N'est-ce pas? Ok, maintenant, on va garder ces informations-là. Oui. Il reste quoi? Oui, oui, ça c'est la ligne suivante. Sur la ligne suivante, c'est 17h, 19h. Premier, projet, projet perso. On va mettre ici, c'est projet trans 2. Voilà. Et ensuite, on a Teshcom. On a Teshcom. Comme ça. Hein?
On va voir ça tout à l'heure. Oui, oui, on va voir ça tout à l'heure. C'est sur le mercredi. Donc ici, je vais mettre x, 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 7. Ça va être sur le mercredi. Et là, c'est pas projet perso, c'est sport. Et puis à la fin, il n'y a rien. Maintenant, voyons tout simplement. Là, je pense que vous, là-bas, vous arrivez à voir. C'est bon? Donc, déjà, on a un tableau uniforme, c'est-à-dire chaque ligne a un même nombre de colonnes. C'est bon jusque-là? Recopier. Tu copies, tu colles. Ah, ok, bon, ça c'est pas maintenant, mais après, vous allez apprendre ces choses-là. Bon, ici, c'est vrai que si tu veux générer un certain nombre de balises, tu écris le nom de la balise. Comme par exemple, si je mets TD, je fais étoile et je mets 10, ça me génère 10 TD, comme tu le vois ici, là. 10 TD. C'est bon. Mais ça, vous allez apprendre ces petits détails-là un peu plus tard. Pour le moment, écrivez, copier, coller, c'est pas un problème. C'est bon jusqu'à là? Il y a après des raccourcis, quoi. Ça, c'est juste un petit raccourci. Maintenant, ici, là où il y a W, W, 6, et puis la colonne de la ligne suivante, là. Alors, regardez bien, après le WebDev, les deux dernières lignes doivent être fusionnées. Fusion sur deux lignes différentes, on va cibler la première colonne, c'est-à-dire la colonne où commence la fusion, celle qui se trouve sur la ligne de 15 heures. Donc, chez nous ici, ça doit se trouver ici. Et l'attribut, c'est rowspan, moi 2. Et quand on fait la fusion, on enlève la dernière cellule qui a été fusionnée. Ce qui nous donne un petit résultat comme ça. Vous voyez que là, ici, on a cette cellule. Maintenant, comme là, ici, c'est vide, on va effacer le www6 là. Ce qui nous donne ce résultat, une colonne vide. On vient de répondre à la première chose, première fusion. Ensuite, la seconde fusion, c'est projet perso de jeudi à vendredi. Chez nous ici, jeudi, vendredi, sur la ligne de 15h, 17h, c'est projet perso et ZZZ, etc. On a fusionné deux colonnes sur la même ligne. Quelle est la colonne qui vient avant? Projet perso. Donc, ça veut dire qu'on cible projet perso de cette ligne. Sur la même ligne, on utilise quel attribut? Callspan. Moi 2. Et ensuite, on efface le ZZ, etc. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. On a un projet perso comme ça. Ici, jeudi, il n'y en a pas. Sport, tranquille, Teshcom. Alors, il nous reste quoi? Troisième colonne. Troisième colonne. Alors, troisième colonne, c'est où? Ah, ça, voilà, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça dont je te parle. Exactement. Donc, ici, on doit fusionner ces deux colonnes-là. Et ces deux colonnes, ça veut dire qu'on doit fusionner quatre colonnes qui forment une seule. En d'autres termes, l'ensemble de ces quatre colonnes, une fois qu'on fait la fusion, on va supprimer les trois autres. Mais non, parmi ces quatre colonnes-là, il faut comprendre quelle est la colonne qui vient avant les trois autres. C'est celui qui est là sur cette ligne, on est bien d'accord? Donc c'est là-bas qu'on va utiliser l'attribut de fusion. Mais il y a deux fusions. Il y a fusion sur la même ligne, moi callspan, avec fusion sur deux lignes différentes. Donc ça veut dire qu'on va utiliser deux attributs. Et je cible projet perso et je mets callspan, moi 2, avec rowspan, moi 2. Ensuite, comme on a dit, quand on fusionne ces quatre cellules-là,
projet trans X, projet trans 2X là, on va garder une seule colonne. C'est bon? Mais celui qui a l'attribut, c'est lui qu'on va le garder. Donc, ça veut dire qu'on va supprimer X, X6. Je cible X6. Ensuite, on va supprimer projet trans 2. Et ensuite, X7. Et donc, voilà, on a supprimé ça, ça et ça. Si j'actualise, voici le résultat demandé. On a ici projet trans, je peux enlever le 1 là. Voilà, donc on a ici les projets transversaux, ici, comme ça. Et puis, tâches comme projet perso, etc., etc. Et nous, on vient de réaliser ce qu'on appelle ces formes que vous voyez là. Donc, on peut faire une forme sur des lignes et des colonnes en même temps. L'idée, c'est qu'on va utiliser les deux attributs simultanément. C'est bon jusque-là? Super. Alors, encre et accessibilité. Alors, lorsqu'on parle d'encre et d'accessibilité, on parle déjà de ce qu'on appelle de liens. De liens avec la balise A, des liens hypertextes. La différence entre ce qu'on appelle un document Word et un document HTML, c'est que on peut avoir plusieurs documents HTML qui sont liés entre eux, tandis que les autres documents ne peuvent pas forcément être liés. Quand on dit un document ou bien les documents sont liés entre eux, c'est-à-dire que à partir d'un document ici, X, je peux accéder à un document Y. En HTML, c'est possible. Par exemple, ici, on n'a qu'un seul fichier HTML. On peut créer un autre fichier HTML et faire un lien entre les deux fichiers. En sorte que si je suis là, je clique, je suis redirigé sur un autre fichier HTML. Mais parlons d'abord des encres d'abord, avant de parler des autres choses. Qui dit encre, c'est quoi? On avait vu ce qu'on appelle les balises ou bien la balise A. On a vu comment est-ce qu'on pouvait copier un lien d'un URL en ligne, mettre dans le href et lorsqu'on clique sur le lien, on est redirigé sur la page ciblée. C'est ce qu'on appelle un lien externe. Ça veut dire que lorsqu'on clique, on sort de notre site pour aller quelque chose ou bien pour aller quelque part. En ce qui concerne les encres, c'est toujours les mêmes liens, mais lorsqu'on clique, on ne va pas aller sur une autre page ou bien on ne va pas aller sur un autre site. On reste sur la même page, mais on descend sur une certaine partie de notre page. On peut avoir par exemple ici plusieurs contenus qui se trouvent sur la page. Vous voyez que là, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle des informations qui sont en haut. Par exemple, le titre niveau 1 se trouve là-bas. Il y a exercice 1 qui se trouve ici. Il y a exercice tableau qui se trouve là. L'idée, c'est que par exemple, quelque part, lorsqu'on est là et que je clique sur aller sur l'exercice 2, je suis sur la même page. Je ne suis pas rédigé sur autre chose. On m'amène directement sur la partie où je parle de exercice 2. C'est ça le principe des encres. C'est bon? C'est-à-dire des liens qui sont internes à la même page. On navigue sur certaines parties de la page. Maintenant, voyons maintenant comment ça fonctionne. Alors, il faudrait qu'on puisse ajouter un petit peu du contenu. Ici, je ne peux pas copier le texte. Par contre, je vais faire ça. On a sommaire, on a définition, historique. Alors, donc, je vais faire ça. Après table, je mets exercice 3. Je mets H1, exercice 3, encre et accessibilité. Alors ici, on peut générer du texte. On peut générer du texte aléatoire. Ces textes que vous voyez ici, vous ne connaissez pas dans quel langage, on est d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des textes aléatoires. C'est bon, vous ne savez pas c'est quoi le langage. Alors ici, c'est possible de générer du texte aléatoire. Mais avant de générer le texte, on va donner d'abord les titres. Donc, historique, on peut mettre par exemple H3. On dit historique. Alors, la première chose, ce n'est pas historique. La première des choses, c'est sommaire. Après, définition. Maintenant, sommaire, lui, on le mettra un petit peu en haut. On va commencer directement par définition. On va remonter le sommaire en haut. On va mettre ici définition. Et dans définition, on a un lien. Et donc ici, on va mettre une balise A.
et on va mettre sommaire. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, on a définition sommaire. Donc, j'ai mis quoi? J'ai mis un H3. Ça veut dire que je ne veux pas avoir un titre de niveau 1. Donc, le texte, il est un peu plus petit que le titre de l'exercice. Donc, je mets définition et je mets sommaire. Si vous voulez avoir les crochets, c'est simple. Vous entourez tout simplement sommaire du crochet. Et ça vous permet d'avoir tout simplement sommaire comme ça. Jusque-là, c'est bon. Ensuite, on va générer maintenant le texte là. Quand je dis ici, ça c'est du texte, on va générer ce texte là. On va mettre un paragraphe. Donc après le H3, on va mettre un paragraphe. Et pour générer du texte, vous tapez lorem et vous précisez le nombre de mots qu'il doit générer. Par exemple, si je dis 200, il va me générer 200 mots. Aléatoirement, hein? Aléatoirement comme ça. Ce qui me permet d'avoir du contenu. Et donc, si j'actualise, voici, on a beaucoup de textes. Je peux copier et coller. Maintenant, au lieu de copier-coller, je refais pour que vous voyez comment on génère le texte aléatoire. Donc, je tape lorem, L-O-R-E-M, et je mets le nombre de mots. Si je dis 1, il va générer un mot. Quand on dit un mot, c'est ça. Il génère n'importe quelle chose, c'est un mot. Un mot, un mot. C'est bon? Donc, je dis lorem, comme ça, et je donne 200. Il me génère 200 mots. Et voilà. Ça nous permet d'avoir juste du contenu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du contenu? Parce que ça nous permet de faire ce qu'on appelle du scroll. Lorsqu'on est sur un navigateur et qu'on fait comme ça en 200 ou bien en monte, on parle de scroller. Parce qu'il y a plusieurs choses sur la page. Donc, on est obligé de descendre. Et descendre ou bien remonter, on appelle ça scroller. Et ça nous permet de comprendre après, lorsqu'on est sur telle partie, comment accéder à telle autre partie. Ok, donc, là, c'est bon. On va faire la même chose avec, après définition, on fait la même chose avec historique. Donc, je vais juste copier-coller. C'est ça qui est bien en informatique. Je recommence. Alors, je n'ai pas encore fait le copier-coller. Maintenant, tu veux que je refasse la même chose. Ok, maintenant, d'abord, on va commencer par faire quelque chose de simple. D'abord, je vais faire un H3 et je vais mettre historique. C'est bon? Parce que ça, là, c'est la même chose que ce qui va suivre. Tu comprends? Donc, regarde bien. Je mets H3 historique. Au lieu de copier-coller, historique. Et j'ai dit, pour qu'on puisse avoir ce lien-là, ici comme ça, alors il faut avoir ce qu'on appelle une balise A. C'est bon? Mais si tu le mets en dehors du H3, ça va se retrouver à la ligne suivante. Donc pour que ça soit sur la même ligne, on le met entre la balise H3, mais après le texte historique. C'est bon? Donc après le texte historique, je mets la balise A, mais dans le même H3. Et là, je mets crochet et je mets définition. Je pense que c'est ça. Non, c'est sommaire. Donc ici, je mets sommaire. C'est bon jusqu'à là? Ça, c'est bon? Maintenant, comment est-ce qu'on génère maintenant le texte? On va mettre un paragraphe. Si vous voulez afficher du texte, c'est important d'utiliser au moins une balise qui va enrouler votre texte. Ça peut être un paragraphe, ça peut être un H, ça peut être un B, ça dépend de quel genre de texte. Maintenant, ces textes-là qui ne sont pas en gras, on peut utiliser un paragraphe pour les mettre tranquillement. Alors donc, je mets balise P. Et là, je dois générer du mot, ou du moins du texte. Vous pouvez copier du texte quelque part, ce n'est pas un problème. Mais ici, vous avez la possibilité de trouver du texte. Et maintenant, si je veux un texte de 3 mots, je fais lorem 3. Ici, on a 3 mots. C'est bon? Je refais. Je fais lorem et je mets 4 et tu fais la touche entrée. Alors, je fais lorem 4. Alors là, voilà, lorem, voilà.
Comme ça, je mets 4 et je fais touche entrée. Il me génère 4 mots. C'est bon? Maintenant, ici tout à l'heure, j'ai fait de 200 pour avoir plus de mots, pour avoir plus de contenu en fait. Donc, j'efface ça. Je fais l'eau. Bon, il ne me propose pas. S'il ne me propose pas, je refais. Voilà, l'orem de 200. Entrée. Et voilà, il m'a généré 200 mots. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux refaire la même chose. Sinon, je peux aussi faire copier et coller. Comme ça. Ça nous permet maintenant d'avoir tout simplement un maximum de contenu. C'est bon jusque-là? Ici, on a historique. Ici, on a sommaire. Et nous, on va aller mettre le... Non, ici, on a historique. Ici, on a définition. On va aller mettre le sommaire quelque part. On va le mettre ici avant la correction de l'exercice 1. C'est bon jusque-là? Oui. Je parle de ça. Je parle de ça. Je parle de cette partie-là. Sommaire, il est là. Tu vois, le sommaire, c'est ça en fait, c'est ce texte-là. C'est juste là, je dis, au lieu qu'on le fasse directement juste en bas de ces choses, on va le mettre juste un petit peu en haut. C'est bon? Et j'ai dit, chez nous, on va le mettre ici, avant correction de TP exercice 1. Donc ici, je rentre dans ma page, je rentre, ça c'est l'exercice 2, le tableau, je remonte, et voilà, donc juste là, je vais mettre un H3. Oh boy, il me propose, moi. Un H3, on va mettre sommaire. Maintenant, juste en bas de sommaire, on a une balise. On a une balise A. Il y a quoi? Définition. On a définition. On met BR. Boy, je t'écoute. Hein? Href, c'est? J'ai pas entendu. Oui, c'est un attribut. C'est un attribut, exactement. Donc, après définition, il y a quoi? Et ensuite, et enfin, hein? Avantage est inconvénient. Alors, inconvénient, ça s'écrit I-C-O-V-N. Inconvénient. Hein? Alors, il manque N. Inconvénient. Inconvénient. Voilà. Maintenant, voyons d'abord. En fait, les BR, c'est pour les retours à la ligne. Voyons d'abord ce que ça donne. On a quelque chose de ce genre. Parfait. Maintenant, l'idée, regardez bien, l'idée c'est que lorsqu'on est là et qu'on clique sur sommaire, on est redirigé directement sur sommaire. C'est-à-dire qu'on doit être redirigé ici sur sommaire. Et que lorsqu'on est sur sommaire et que je clique sur historique, il doit m'amener directement en bas sur historique comme ça. Pour le moment, ça ne marche pas. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un lien qui les lie. Donc, si je clique sur historique, il ne m'amène pas directement la partie où je parle de historique. C'est bon jusque-là? Et c'est ça le principe des angles. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, quand je clique sur historique, il m'amène pas sur la définition, mais sur la partie où je parle de historique. C'est bon? Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première des choses, c'est que quand on veut faire des liens qu'on appelle des encres,
Comme par exemple ici, quand je clique sur historique, je voudrais que on me ramène sur, bon, je vais commencer par définition. Je voudrais que lorsque je clique sur définition, qu'on me ramène sur la partie où on parle de définition. Donc, la première des choses, c'est d'abord d'identifier là où je veux atterrir. C'est-à-dire définition. Je voudrais que lorsque je clique sur ce lien définition, on m'amène là. Donc, je dois rentrer dans mon code et chercher là où je parle de définition sommaire. C'est-à-dire concrètement, dans mon code, je suis là, voici à ce niveau, j'ai parlé de définition sommaire. C'est ici que j'ai parlé de définition et sommaire. C'est bon jusque-là? Je cible là où je veux atterrir. Et une fois que je l'ai ciblé, deuxième des choses, je vais donner un identifiant en utilisant un attribut. Il y a plusieurs attributs qui existent. href pour préciser la référence. On avait vu border pour préciser la bordure. D'abord, je suis patient d'abord un peu. Je finis un peu l'explication. Je vois ça. Et puis, on avait vu aussi quel autre attribut? On avait vu call span, row span. Tout ça sont des attributs. Donc, chaque attribut a son rôle. Et je dis ici, une fois qu'on a ciblé là où on veut atterrir, il faudrait qu'on puisse identifier cette partie en utilisant un attribut. Et il y a un attribut qui s'appelle ID pour dire identifiant. Donc, comment est-ce qu'on utilise un attribut? On utilise sur la balise ouvrante. Donc ici, sur H3, je mets ID. Et je vais donner un nom qui me permet de trouver définition. Donc, je peux faire définition. Je dis définition. Ça va être un identifiant qui me permet de trouver cette partie dans ma page. Donc ça, c'est l'étape 1. Identifier la partie où on veut atterrir. Ensuite, lui donner un identifiant. Maintenant, là, on vient de dire quoi? On vient de trouver cette partie et on lui a donné quelque chose, comme si c'était un surnom, mais qui permet de l'identifier. Maintenant, il faudra faire connaissance, ou du moins aller dire à définition. Lorsque je clique dessus, fait appel à l'identifiant que j'ai défini là-bas sur la partie de cette page-là. C'est-à-dire, définition que j'ai mis dans ID, je dois ici lui faire comprendre que quand je clique dessus, il doit faire appel à ce identifiant. Et concrètement, c'est que je vais partir juste en haut, là où il y a le sommet et que j'ai mis intro, définition, etc. Voilà, c'est là. Ça, c'est le lien. Dans le href, pour les encres, vous allez voir, dans le href, on met d'abord le symbole dièse et puis on met l'identifiant. Alors, CTRL Z, on met l'identifiant. L'identifiant, c'est ce qu'on vient de donner tout à l'heure là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour les encres, on met dans le href, on met dièse et on met l'identifiant. Et là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tu vas cliquer sur ce lien définition, en parlant bien de ce lien, lorsqu'on va cliquer sur ce lien définition, fais appel à cette partie de page. Donc, faites référence à cette partie de page. Et donc, en réalité, il va nous rediriger jusque là, à ce niveau-là. Concrètement, comment ça se passe ici si j'actualise la page? Si j'actualise la page, si je clique sur définition, vous voyez, il m'amène directement sur définition. C'est bon? C'est ça en fait, quand on parle donc. Mais je n'ai même pas encore terminé. Je n'ai même pas encore terminé l'explication. Attends d'abord, je finis l'explication. Et puis maintenant, je te redonne du moins sur la parole. Alors donc, je disais, ta question me permet de revenir encore sur ce que je viens de dire. Toutefois, ok. Et donc, je disais que pour pouvoir faire ce qu'on appelle les angles, il faudrait pouvoir faire en sorte que lorsque on clique sur un lien, on soit redirigé sur une portion de la page ou bien sur une partie de la page. C'est bon? Maintenant, je ne vais pas revenir sur définition.
On va faire l'exemple du second, c'est-à-dire du historique. Ça te permet de voir un petit peu, parce qu'on va répéter exactement la même chose. C'est bon? Et tu vas essayer de comprendre. Et à un niveau, si tu ne comprends pas, tu me dis clairement à ce niveau-là. C'est plus simple. Parce que si je finis l'explication, peut-être là où tu avais le problème, on pourra dépasser et peut-être ce n'est pas intéressant. Donc si je vais commencer à expliquer historique, à n'importe quel moment où tu sens que tu n'as pas compris, tu me dis que voilà, telle chose, ça me permet de prendre peut-être 5 minutes, c'est plus simple comme ça. Ok, super. Donc, ceci étant dit, jeudi, bon pas vendredi, mais jeudi, quand je vais cliquer sur historique, l'idée c'est qu'il m'amène sur cette partie historique. C'est bon? Ça c'est le principe, c'est ce que je veux. Et c'est ce qu'on appelle encre. C'est-à-dire des liens qui nous permettent de naviguer dans notre page, dans la page elle-même. C'est bon? Ok, maintenant. Donc, l'idée c'est que on va avoir des liens sur lesquels si on clique, on est redirigé sur les parties de page. D'abord, quand est-ce qu'on utilise des ongles? Je donne un exemple. Tu es sur un site où on parle par exemple de vente de je ne sais pas quoi, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on vend. Mais tu remarques par exemple que sur ton site, ici tu mets par exemple des vêtements, peut-être des hommes, certaines marques. Après il y a des boubous, certaines choses en bas. Mais tu remarques que les gens passent plus de commandes des habits qui se trouvent très en bas, là-bas. Donc au lieu que tu puisses changer ton site et remonter un petit peu les informations, tu vas dire quoi? Sur le premier plan ici, tu vas mettre en place un lien qui permet d'amener directement le client sur l'article en question. Il faut savoir qu'il y a plusieurs articles sur ta page. Est-ce que tu vois? Donc, tu vas mettre un lien au premier plan qui permet que lorsque l'utilisateur vient, comme on sait que les gens aiment trop le boubou et que le boubou ne se trouve pas ici, il faut descendre jusqu'à en bas, en bas, en bas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un lien qui permet de très facilement, lorsqu'on clique, on est amené directement sur la partie où on parle de boubou. Tu vois, au lieu qu'on puisse descendre, etc., etc. Et c'est ça, en fait, le principe des ongles. Faire en sorte que les informations qui sont très nécessaires, tu affiches quelque chose qui permet d'accéder très rapidement. Parce qu'un client, quand il vient et qu'il commence à prendre du temps pour chercher les informations, il ne va plus revenir. Les informations doivent être très facilement trouvées sur ton site. Donc, si tu as plusieurs informations, c'est important de pouvoir mettre des raccourcis qui permettent d'amener directement sur l'information qui se trouve être très importante. Ok, donc c'est ça le principe. Et nous, on va cliquer sur historique et être redirigé sur historique ici directement. Maintenant, étape 1, c'est d'abord de cibler là où on veut partir, c'est-à-dire historique. On veut venir sur cette partie de page. Et donc, on va cibler ça. Quand je dis cibler, c'est de partir dans le code et de trouver cette information. Tu vois un peu le truc? Voici comment je cible mon code. Je descends et là, c'est ici qu'on parle de historique. Historique sommet entre crochets. C'est bien ici qu'on parle de historique. C'est bon? On vient de le cibler. C'est bon? Maintenant, il faudrait qu'on puisse lui donner quelque chose qui permet d'identifier cette partie de la page. Parce qu'il y a plusieurs parties de la page. Là où on a parlé de définition, c'est différent de là où on va parler de historique. Est-ce que tu vois? Donc, il faut donner un identifiant qui nous permet de cibler cette partie de page. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On donne un nom qu'on appelle identifiant. Alors, la différence entre nom et identifiant, c'est que identifiant, c'est un nom, mais qui doit être unique. Mais par exemple, je peux donner un nom à Diallo, une autre personne à Diallo. Tu vois? Par contre, un identifiant, ça doit être unique. Comme le fait que j'avais donné déjà définition, dans historique, je ne peux pas mettre encore définition. Parce que ce n'est pas unique. Il y a deux informations qui portent définition. Tu vois? Donc, il y a ID qui permet de donner un nom unique à un élément. Ou bien une partie de votre page. Mais c'est un attribut. C'est bon jusque-là? Et c'est cet attribut-là qu'on va utiliser ou à ce niveau-là sur historique pour nous permettre d'identifier historique. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? On met ici ID et je mets ici historique. Là, ça veut dire que j'appelle cette partie de la page historique. C'est juste un nom, l'ID. C'est bon? Ça, c'est étape 1. Identifier et donner un nom, c'est-à-dire donner un identifiant. Cependant, regarde bien, même si on a donné l'identifiant, regarde bien, si je viens ici, je clique sur historique,
historique ne sait pas où est-ce qu'il doit aller. En fait, ce historique ici, c'est un lien qu'on avait mis. C'est bon? Et ce historique-là, c'est la partie de la page qui s'appelle historique. Normalement, le lien doit comprendre que quand je clique dessus, il va aller sur la partie de cette page. Mais pour le moment, ils ne sont pas liés. C'est bon? Lorsqu'on utilise une balise link, il y a ce qu'on appelle le href qui nous permet de préciser où est-ce qu'on va aller. La référence href. C'est bon? Et maintenant, donc, c'est dans l'href de ce historique-là que tout va se passer. C'est bon jusque-là? Ok, maintenant, on va identifier ce historique lien. Le lien historique là, il est là. Voici le lien historique. C'est bon? Maintenant, comme je fais ce qu'on appelle des ongles, ça veut dire que je navigue dans mes pages. Dans le href, je dois préciser où est-ce que je dois aller. Et comme c'est des ongles, il faut commencer par mettre dièse. C'est bon? Si ce n'est pas dièse, ça veut dire que soit on clique sur la page, on est redirigé sur une autre page, ou bien on est redirigé par exemple sur un site, comme par exemple lorsqu'on était redirigé sur YouTube, Facebook. Tu vois, là c'est autre ressource différente de notre page. Maintenant, si c'est dans notre page, on met dièse pour dire que c'est les ongles. Et la toute dernière chose maintenant, c'est de mettre maintenant l'identifiant qu'on a ajouté, l'ID qu'on a ajouté sur historique là-bas. On a appelé d'une manière simple historique pour ne pas se tromper. On l'a appelé historique. C'est bon? Et donc, en faisant cela, maintenant, si je reviens, j'actualise ma page. Si je clique sur historique, voici, il m'amène directement sur la partie historique. C'est bon? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les ongles. Comment est-ce qu'on peut naviguer dans notre page à travers ce qu'on appelle des liens, bien sûr. Et ça, c'était l'objet de l'exercice numéro 3. Alors, vous avez deux choix. Soit on prend une pause de 20 minutes et on termine à 11 heures, ou bien on termine à 35. On continue. Super. Alors donc, c'est bon? Les autres, c'est bon? Sûr. Sûr. Machallah. Une très bonne chose. Alors, il nous reste quoi? Yes? Oui. Si ça te dirige sur une autre page, il faut bien voir qu'est-ce que tu mets dans le href. Est-ce que tu as mis dièse? Regarde dans le href, regarde. Est-ce que tu vois ce que je souligne? Voilà, c'est ce que je dis. Il faut mettre dièse et ensuite l'identifiant. Je n'écoute pas. Oui. Hein, en bas, en bas. Là où j'ai mis l'ID là. Ici. Comment est-ce qu'on fait pour mettre ça? Non, tu mets juste, en fait, c'est juste un ID, hein, en fait. Tu cibles juste la partie, tu mets ID. Tu peux l'appeler historique, tu peux l'appeler X, tu peux l'appeler tout ce que tu veux. Tu donnes juste une valeur. Mais cette même valeur que tu mets ici, c'est la même chose que tu dois utiliser ici. Donc si je mets X là-bas, je mets X ici. C'est bon? Mais non, le problème c'est que si tu mets X, tu ne sais pas c'est quoi X. Raison pour laquelle tu donnes quand même un nom significatif, quoi. Tu vois, le fait de dire historique, on sait que ça parle de historique. Tu comprends un peu le truc. Mais l'idée, c'est que tu mets quelque chose là-bas et cette même chose, tu viens ici, tu mets dièse et tu mets cette chose-là. C'est bon? Exactement. D'autres questions, les gars? Tu profites pour fermer la porte, là. Voilà, machin. Vas-y, ferme la porte. Oups. Ok, ferme la machine, la porte.
Toi, qu'est-ce que tu voulais faire? C'est venu. Moi, le sommaire, tout à l'heure, j'avais écrit ici, mais ce n'est pas venu. Non, 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 c'est pas ici que tu dois mettre ça. C'est ici. Merci. C'est bon? C'est bon. Non. Ok, les amis, on va continuer. Ensuite vient la notion de ce qu'on appelle les formulaires. Alors, pour les formulaires, sur des sites, il y a beaucoup de choses, suivez bien. Par exemple, lorsque vous venez sur Facebook, si vous n'avez pas de compte, vous devez créer un compte, n'est-ce pas? Et donc, vous utilisez ce qu'on appelle la notion des formulaires. Donc, sur des plateformes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle des formulaires. Ce n'est pas seulement pour créer ce qu'on appelle un compte. On peut mettre un formulaire de contact où la personne va écrire, par exemple, un objet, écrire son message et pour essayer de vous contacter. Par exemple, vous mettez en place votre site, je ne sais pas, de vente de quelque chose. Vous pouvez mettre votre numéro, vous pouvez mettre un formulaire où, lorsqu'on vous écrit un message, vous recevez directement les détails des informations. Dans sur des sites, les formulaires sont aussi très, très importants. Mais comment on met en place les formulaires? Alors, vous avez appris beaucoup de choses en faisant des recherches. Donc ici, je vais venir, avant de parler de formulaire, je vais vous montrer juste une petite chose qui a lien avec les liens. Bon, qui fait référence à ce qu'on appelle des liens. Alors, on a vu ce qu'on appelle des encres. Et depuis toujours, depuis éternité, on n'a qu'une seule page, exo.html. On va créer une autre page. On ne va pas tout faire sur une seule page. Un site web, c'est un ensemble de pages web. HTML, c'est un document hypertexte. Ça veut dire qu'on peut, d'un document, aller sur un autre document. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors donc, suivez bien ce qui se passe. Je vais créer ce qu'on appelle un fichier que je vais l'appeler accueil.html. Ça fait deux fichiers différents. Donc ici, je mets HTML et ici, je mets H1 Welcome. Welcome on the board. Voilà. Donc ici, ça c'est la page accueil. Maintenant, comprenez bien. C'est deux fichiers différents. C'est bon? Maintenant, l'idée c'est que quand je clique, lorsque je suis là, je veux avoir ce qu'on appelle un lien qui me permet d'aller sur la page accueil. Regardez bien. Je suis pour le moment sur la page exo.html. C'est la page sur laquelle on a travaillé depuis des années pour le moment. Maintenant, on vient de créer une nouvelle page en 2025, quelque chose. Et nous, on veut quoi? Que depuis notre page, l'autre page exo, on puisse accéder à accueil.html. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle un lien. Donc, je vais mettre ici, je vais le mettre tout au début. Je vais mettre une balise A et je vais dire aller sur l'accueil. Alors, ici, vous allez voir le lien, bien sûr. Le lien va s'afficher juste en haut. Allez sur l'accueil, sauf que si je clique, on n'est pas redirigé sur l'accueil. On est bien d'accord? On est toujours sur exo.html. C'est bon? Maintenant, comment est-ce qu'on fera pour dire que quand je clique sur aller sur accueil depuis exo, je serai redirigé sur accueil.html. Alors, tout se passera toujours dans le href. C'est très important. Le href précise où est-ce qu'on va. Si on met dièse, on ne sort pas de la page. On navigue sur certaines parties de la page. C'est bon? Et si on ne met pas directement dièse, ça veut dire qu'on va quitter la page pour aller quelque part. C'est bon? Tout à l'heure, tu avais cette erreur-là. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ici, on dit que si je clique sur aller sur accueil, je dois aller sur la page accueil.html. Comme ils sont dans le même répertoire, je peux écrire directement le nom du fichier cible. Je vais être redirigé sur accueil.html. Donc, href, je mets accueil.html comme ça. On peut faire des liens comme ça. Je peux, d'un fichier HTML, aller sur un autre fichier HTML en faisant dans le href là le nom de l'autre fichier HTML.
Donc, je suis dans Exo. Ce fichier-là, c'est Exo. Et je dis, à ce niveau, quand je vais cliquer sur le lien, il va m'amener sur accueil.html. Et voici le résultat. Si j'actualise et que je clique, allez sur l'accueil, Welcome on the board. On est là ici. On a la page accueil qui s'affiche là. On a carrément quitté un document pour un autre document. C'est ce qu'on appelle les liens hypertextes. C'est bon? Et on peut faire le sens inverse aussi. Donc, depuis accueil, on va dire, on va mettre un lien ici. Retour sur l'exo. Alors donc, dans le href, je vais mettre exo.html. Et voilà, donc ici, je peux naviguer entre les deux pages. Et donc là, si je suis ici, je peux retourner sur là. Si je suis là, je peux aller sur accueil. C'est bon jusque-là? Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, on va continuer le travail à ce niveau ici. Comme là-bas, c'est rempli, on va continuer le travail ici sur cette nouvelle page. On va mettre notre formulaire à ce niveau. Alors, pour mettre en place un formulaire, il y a une balise que vous devez comprendre qui s'appelle form. Donc, la balise form permet de définir qu'on a un formulaire. Même si plus tard, on ne sera pas forcément toujours obligé d'utiliser form, mais c'est très important que vous compreniez que form définit le formulaire sur une autre page. Et maintenant, suivez bien, là, ici, on a un formulaire et on a quelque chose ici. Et là, je pense que vous avez fait un petit peu de recherche pour comprendre comment on fait pour trouver ces informations-là. Ce cadre-là, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce cadre-là du formulaire? On va utiliser une balise qui s'appelle field set. Alors donc ici, on va mettre field set, comme ça. Et l'entête là, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'entête? La balise légende, ça permet de donner tout simplement l'entête là, échauffement. Alors ça n'a rien à voir avec le formulaire proprement dit. C'est juste pour avoir ce cadre-là. Mais le formulaire, on n'est pas toujours obligé de mettre les field set là. Ici, ça nous permet d'avoir tout simplement ce cadre avec échauffement ici comme légende. C'est bon? Et tout va se trouver à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va écrire tout ici, comme ça. Pour un formulaire, il y aura ce qu'on appelle des labels qui permettent de présenter l'information qu'on souhaite. Et puis, il y a ce qu'on appelle des inputs, c'est-à-dire les champs de saisie. C'est comme si vous faisiez en algo, ici, printf, pour afficher le prénom, ce qui doit être visible. Et puis, algo, c'est afficher. Vous utilisez afficher pour afficher un message. Là, on lui demande un prénom. Et puis, lire comme le input là. Le input, c'est comme la fonction lire ou bien la fonction saisir. Vous avez vu ça normalement. Voilà, donc, comprenez que le champ de saisie, on utilise un input et puis ce qui s'affiche là, c'est un label. Donc, concrètement, on va mettre un label prénom. Label, c'est comme ça. Label, et vous mettez prénom. Vous allez voir ici, si je mets prénom, il me met prénom. C'est un texte comme ça. Ce n'est pas un champ de saisie. C'est bon? Dans les labels, ça va être des choses qu'on demande. Et ensuite, on a la possibilité de mettre ce qu'on appelle un input. Comme ça, le input pour dire la saisie. Et là, si je fais, voici ce qu'on appelle un input. Ça, un champ de saisie où on peut mettre tout et n'importe quoi. C'est bon jusque-là? Donc, input à label. Maintenant, quand on dit input, il y a plusieurs formes de input. Bon, quand je dis plusieurs formes, ce n'est pas forcément plusieurs formes de input. Dans un champ de saisie, on peut saisir plusieurs genres d'informations. Je donne un exemple. On peut mettre un champ de saisie, on te demande de saisir ton nom. Donc ici, tu peux écrire des lettres. C'est bon? Parce qu'un nom, c'est une chaîne. C'est bon? Et c'est ce qui est là. D'abord, il faut comprendre cet attribut qu'on appelle type là. Type là, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut saisir dans le champ de saisie.
Donc, si c'est texte, c'est comme des chaînes. C'est bon? Qui dit texte, c'est des chaînes. Maintenant, on peut demander de saisir son âge. Alors, l'âge ne va pas être des textes, des lettres comme ça. L'âge, ça va être un entier. C'est bon? Ça va être un number. Pour dire nombre. On peut dire, par exemple, de choisir ta date de naissance. Alors, la date de naissance n'est ni nombre forcément, n'est ni aussi lettre. Donc, il faut savoir le type qui permet d'avoir la date. Tu peux mettre, en fait, il y a énormément. Par exemple, on met un champ de saisie, on nous demande de choisir notre photo. Lorsque, par exemple, vous êtes sur certaines plateformes et que vous devez choisir votre identité, votre photo de profil, c'est un champ input qu'on met en place. Mais ce qui change, ça va être tout simplement le type là. Donc, en fonction du type, tu vas prendre un certain nombre d'informations. Donc, si c'est texte, tu vas saisir une chaîne de caractères. Si tu mets number, tu vas saisir des entiers. Si tu mets date, tu vas saisir des dates. Si tu mets file, tu vas choisir des fichiers. Si tu mets color pour choisir des couleurs, si tu mets time pour les heures, il y a beaucoup de types que vous pouvez utiliser pour un input. C'est bon? Maintenant, on commence par le nom par rapport à ce qui est mis ici, là. Alors, ce que je suis en train de dire, je vais vous le mettre. Alors, on a ben souci. Voilà. Ici, on vient de mettre le nom. On va tester. D'abord, je vais voir est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas en bas. OK. On va d'abord représenter notre formulaire et puis ajouter d'autres choses. Après le nom, on va mettre ici BR. Alors, on a vu la balise BR. Hein? La balise BR, c'est une balise qui permet de faire un retour à la ligne. C'est bon? Pour séparer les éléments. Donc ici, je mets BR et je mets label prénom. Et je mets un input de type texte. Donc, prénom, nom, moins texte. Ensuite, on a le sexe. Homme, voilà femme. En tout cas, lorsqu'on est au Sénégal, c'est soit ça. Maintenant, si vous n'êtes pas au Sénégal, ça c'est autre chose. Ok, donc, suivez bien. Maintenant, là où on a parlé de sexe, là, on a mis homme, mais on voit un input, mais qui n'est pas forcément le même genre de input qui se trouve en haut. Pourtant, c'est un input. C'est bon? Alors donc, c'est un input qui suit, ou du moins, qui vient après un texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un petit label. On va mettre homme, les hommes d'abord. Hein. Et ensuite, on va mettre, alors input, voilà. On va mettre un input ici, comme ça. Voilà, donc on va mettre homme, on va mettre input, mais sauf que là, c'est un input de quel type? Lorsque vous avez fait des recherches, radio. Ça, c'est un input de type radio. Et voilà. Vous allez voir c'est quoi un input de type radio. Regardez bien. Voici ce qu'on appelle un input de type radio. Comme ça, quelque chose que vous pouvez sélectionner. C'est bon? Et maintenant, on a besoin de faire un petit BR là. Après sexe, vous voyez que lorsque j'ai fait sexe et j'ai mis, bon, voilà. Quand j'ai mis sexe et j'ai mis homme, vous voyez que là, il met tout sur la même ligne. Et pour que je puisse ramener homme sur la ligne suivante, après sexe, j'ai fait juste BR. C'est bon? Et donc, si j'actualise, il ramène homme à la ligne suivante. Et donc, je vais copier là où j'ai mis homme là, je copie. Je colle. Comme je ne mets pas BR, ça serait sur la même ligne. Donc, femme de type radio. Voilà. Maintenant, nous, normalement, je dis, si on est au Sénégal, on est soit homme, soit femme. Donc, ça veut dire que si je clique ici, je suis homme. Ou du moins, vous êtes homme.
Et si vous cliquez ici, vous n'êtes plus homme et vous êtes femme si vous êtes au Sénégal. Mais sauf que là, si je clique ici, vous êtes homme et vous êtes femme en même temps. Bon, si vous êtes quelque part. C'est bon? Maintenant, nous, on ne doit pas faire ça. Donc, il faudrait qu'on évite ça. Mais non, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? En fait, comment pour éviter ça? Déjà, ici, il y avait non. Voilà. Maintenant, ici, c'est simple. J'ai mis prénom, prénom. Or, il y a le nom et le prénom. Voilà. Nom, acte, prénom. Maintenant, ici, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de mettre ce qu'on appelle un name. C'est un attribut que vous devez mettre sur vos inputs. Et vous devez avoir le même name. Et maintenant, suivez bien. Et vous allez après me demander c'est quoi la différence entre l'attribut type, l'attribut name, l'attribut ID. D'abord, le plus important, l'attribut ID et name. C'est bon? Type, déjà, je vous ai expliqué, ça permet de savoir quel genre d'information on peut saisir dans le input. C'est bon? Maintenant, l'attribut name, comme l'attribut ID tout à l'heure, permet de donner un nom à un élément. C'est bon? Maintenant, la différence, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Comme par exemple, lorsqu'on met un name, on peut avoir deux personnes du même name, comme Diallo Diallo. C'est bon? C'est ça en fait le name. Mais lorsqu'on utilise ID, on ne doit pas avoir deux personnes qui ont le même ID. C'est par exemple, on ne peut pas avoir deux étudiants qui ont le même matricule. Donc ID, moi, matricule. Et puis ici, name, votre nom. On peut avoir deux personnes, deux étudiants qui portent le même nom. C'est bon? Mais ces deux attributs permettent de donner un nom. L'autre, l'ID, d'une manière unique, et name, pas forcément unique. On peut avoir deux informations qui ont le même name. Je donne un exemple. Ici, je l'appelle X, et ici, je l'appelle aussi X. On peut avoir deux informations complètement différentes, mais qui ont le même name. C'est bon? Mais pas avec un ID. Et donc, si je fais ça comme ça, et que j'actualise, si on clique sur homme et que je viens pour cliquer sur femme, automatiquement, il dit que bon, tu ne peux pas être en même temps homme et femme. Donc, si tu deviens femme, alors tu n'es plus homme. Donc, si tu étais femme et que tu veux devenir homme, alors tu deviens homme. Bon, je pense que ici, ça n'existe pas. Voilà, donc, la seule chose, c'est de pouvoir mettre ce qu'on appelle un attribut name avec une même valeur sur les deux inputs là. Et c'est comme ça qu'on fait pour avoir ces informations. Je vais juste anticiper. Je vais mettre un label photo. Je vais mettre photo en mettant un petit BR. Yes. Et un petit input. Oui. La différence entre... Bon, le checkbox, on peut sélectionner plusieurs informations. Je te donne un exemple. Par exemple, ici, en ce qui concerne sexe, on sait qu'une personne, toujours, il faut comprendre lorsqu'on est là, c'est que soit tu es femme, soit tu es homme. Tu ne peux pas être deux genres en même temps. Tu comprends? Là, tu utilises ce qu'on appelle des radios. Le principe de radio, c'est qu'on a une liste de choix, mais on ne peut que choisir une seule information en même temps. Mais par contre, un checkbox, c'est par exemple, on a une liste de langues. Et en tant qu'utilisateur ou bien en tant qu'étudiant, on te demande, tu parles combien de langues? Là, tu ne vas pas dire, je ne parle forcément qu'une seule langue. Toi, tu peux parler une langue, mais une autre personne peut parler 2, 3, 5 langues. Donc, on peut cocher plusieurs options. Et là, on choisit checkbox. C'est bon? Donc, c'est ça en fait. Donc, checkbox, c'est-à-dire, on va avoir des choix, mais on peut faire un choix multiple. C'est bon? Ok, parfait. Donc, ici, photo, label, j'actualise. Voilà, regardez bien. Ici, on a photo, ici, on a input. Normalement, lorsqu'on voit photo, c'est que lorsqu'on clique, on doit sélectionner une image ou bien une autre photo. Mais je vous assure que c'est toujours un input qu'on utilise. Toutefois, madame veut proposer quelque chose. Alors, au lieu de type texte, on fait quoi du input? Tu veux poser une question? Pose d'abord la question. Le fait de mettre label,
Après les types radio, au niveau du name, non, ok, au niveau du nom, oui. Après la balise fermante, ah ok, on peut faire ça pour faire descendre les informations. On peut faire ça, il n'y a pas de problème, madame. On peut faire ça. En fait, pour le moment, les labels et les inputs sont sur la même ligne. Et c'est ce qu'elle me demande, de faire amener les choses sur la ligne suivante. Je vais faire comme ça. Et ici, PR. On ramène. Là, c'est bon, n'est-ce pas? Ok, super. Maintenant, je disais, on vient de mettre ce qu'on appelle un input pour sélectionner une photo. Mais comme c'est de type texte, on voit qu'on ne peut pas sélectionner une photo. Et j'ai dit que si vous voulez sélectionner une photo, vous mettez un input de type file, comme ça. Et si vous mettez un input de type file, ça veut dire que vous pouvez sélectionner un fichier. Et là, vous voyez que ici, c'est un input. Mais il vous demande de choisir un fichier. Et vous cliquez, il vous amène sur votre ordinateur et vous pouvez sélectionner un fichier. Bon, attention à ne pas sélectionner des photos bizarres. Vous-même, vous savez. Voilà. Mais ici, ce n'est pas juste des photos. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de fichier. C'est bon? C'est un file. Donc, vous pouvez sélectionner n'importe quel fichier. Ensuite, je vais continuer la suite. Après, qu'est-ce qu'on nous a mis ici? Téléphone. Bon, alors, téléphone, c'est la même chose que les inputs de prénom. On va directement passer sur date de naissance. Donc, oui. Pour dans les inputs. Alors, exactement. Merci, merci. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. L'appel, c'est téléphone, non? Téléphone. J'ai compris ta question. Je vais mettre le input du téléphone. On va parler du téléphone d'abord. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour là? Je mets BR. Alors, ce que lui me dit, c'est que voilà, si je mettais par exemple un input téléphone comme ça, et téléphone, comment on fait pour mettre ce qu'on appelle du texte qui se trouve à l'intérieur? On va utiliser placeholder. Alors, c'est un attribut ici qui s'appelle placeholder et vous mettez l'information. Alors, ici au Sénégal, on va mettre 77 XXX XXXX. C'est ça le format de numéro. Bon, est-ce que c'est 77? C'est pas toujours orange, mais on a compris que voilà, on doit avoir 9 chiffres. Voilà. Et donc, tu fais ici. Voilà. Vous voyez, c'est ça en fait. En fait, il y a deux attributs qu'on peut utiliser pour écrire du texte dans un input. Il y a ce qu'on appelle le placeholder, il y a ce qu'on appelle le value. Value, c'est la valeur de input. Alors, on va faire une différence. Alors, au lieu de placeholder, je mets values. Bon, disons comme ça, value. Value, c'est comme placeholder, mais à une différence. Quand je mets value, ça serait un texte que je peux modifier. Vous voyez que ici, là, le texte s'affiche dans le input. Si je clique ici sur le input, je peux supprimer ce texte-là et écrire d'autres choses. Donc, si vous mettez value, ça veut dire que c'est une valeur qui sera affichée sur le input. Cependant, si vous mettez ce qu'on appelle un placeholder, c'est un texte qui ne pourra même pas être sélectionné ni effacé. Mais dès que vous mettez le curseur, ça disparaît. C'est bon? Donc, pour les inputs, c'est ça. Donc, si je mets le curseur, je ne peux pas supprimer. Mais si je commence à taper, les informations disparaissent. Si j'efface, ça revient. C'est bon? Et vous pouvez faire la même chose pour le nom et pour le prénom. Placeholder, votre nom. Placeholder, votre prénom. Ok, maintenant, date de naissance, je mets BR. Je mets BR et je mets c'est un input, oui, bien sûr. C'est un input de type date. Donc, input de type date comme ça. Si on actualise,
regardez bien, on a quelque chose comme ça. Et si je clique dessus, je peux sélectionner une date. Donc, c'est tout simplement le type qui change. Mais c'est bien un input. Alors, email, même chose. Lieu de naissance, même chose. On va parler directement de type de candidat. Type de candidat. Donc ici, je mets BR. Label. Type de CA, normalement, non? Voilà. Candidat. Et je marque un petit BR. Cependant, ce qui est là maintenant, il y a une légère différence. C'est bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une liste d'options. Un petit peu différent de ce qu'on appelle un checkbox. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un select option. Quand il dit select option, c'est quoi? Je donne un exemple. Ici, on veut mettre en place quelque chose où on peut sélectionner un pays. Ou bien sélectionner, bon, on va sélectionner un pays. Ou bien une ville, des choses comme ça. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une balise qu'on appelle un select. On va effacer tout ce qui est là. Select. Et ensuite, on précise des options qu'on peut sélectionner. Mais on va sélectionner une seule option pour l'instant. Donc, select et puis on met option. On va effacer les values. On va voir les choses plus simples. Voilà. Par exemple, option 1, on va mettre Séné. Option 2. Oui, madame. Bon, je ne sais pas si c'est qui. Bon. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça va disparaître normalement. USC. Voilà, là c'est bon. Ok, donc je viens de mettre ce qu'on appelle un select avec 3 options. Et comment est-ce que ça s'affiche? Ça va s'afficher comme ça. Si j'actualise, vous voyez ici, on a un champ de sélection. Et si je clique, on a les options qu'on peut sélectionner. Donc, je peux choisir USA, Chine, je peux choisir par exemple Sénégal. Donc, sur certains formulaires, vous allez voir certaines sélections comme ça. On utilise des select options. Et donc, c'est comme ça que vous allez faire pour représenter quelque chose qui ressemble à ça. Alors, CAPTCHA 1, que vaut ça? On a déjà vu comment est-ce qu'on pouvait représenter des choses comme ça. 2 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 2. Exactement. Je pense que on va faire U4. Là, c'est ce qu'on appelle les checkbox. Oui? Bon. Réseau informatique? Non, non. C'est de l'autre côté, je pensais. C'est bon? Il y a une personne qui voulait poser une question là. Ou bien c'est bon? C'est bon. Bousso, c'est bon. Au fond. Donc, je disais qu'on va faire ce qu'on appelle un checkbox. Parce que ça, je pense que vous pouvez représenter. Ça aussi, vous pouvez représenter. Mais ça, on n'a pas encore vu ça. On va voir ça. Comment est-ce qu'on peut représenter quelque chose comme ça? Alors, je fais université souhaitée. Un petit BR qui ne nous tue pas. Un label. Université. BR. Et ensuite,
laissez UGB, UCAD, UT, UADB. OK. Donc ici, je vais mettre ici un label UGB. Et là, je mets, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure en haut, de hommes et femmes là, je mets input. Mais sauf que c'est de type, quel type? Checkbox. Donc, si je mets UGB, alors j'espère que c'est ce qui est écrit. C'est UCAD. Hein? Si je mets UCAD avec un input de type checkbox, voici comment est-ce qu'il va l'afficher. Il va afficher UCAD et il va afficher une case à cocher. Et je peux décocher cette case. Et l'idée, c'est qu'on va copier-coller. Après, on a UT, UGB, on a oublié, non? Ici, c'est UADB, UGB. UADB, UGB, UAS, UASZ. Et ensuite, UVS. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que UVS Moïse souligne? Comment est-ce qu'on fait pour que UVS soit souligné comme ça? Barré, je veux dire barré. UVS là, c'est barré, n'est-ce pas? Comment on fait pour qu'un texte soit barré comme ça? On utilise la balise. On ouvre on utilise la balise strict. Comme ça. Alors, elle dit qu'on peut utiliser la balise strict. Donc, si on met strict, on voit que le texte est barré. Bon, normalement, ce n'est pas la seule. Hein. Après, vous allez chercher une autre balise qui permet de faire ça. Mais ici, tu as une balise qui s'appelle DEP, DEV, DEL. Comme ça. DEL. On peut utiliser la balise DEL strict. On vérifie. Ça fait la même chose. Ce n'est pas les seuls, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez fait la recherche. Bon, on conserve quoi? On va prendre le premier. On va prendre le premier. Strict. Et voilà. Après, ce que j'ai fait ici, suite de format, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure pour type de candidat. Nous, qu'est-ce qu'on avait dit d'abord? Type de candidat sénégalais, ça c'est quoi? Bon, je vais changer, au lieu de type de candidat, je vais dire liste de pays. Le titre c'était pas correct. Hein? Voilà, voilà, c'est bien, liste des pays. Ça, Sénégal, etc., c'est des pays. Voilà. Maintenant, donc, ici, je disais, ça, si vous avez compris ça, c'est la même chose pour faire ce qui se trouve ici, suite de format positif, même chose. Et enfin, on a ce qu'on appelle un text area et puis des boutons. Alors, text area, ça s'écrit comme ça. Donc, il y a un titre, label BR, laissez un commentaire. Je mets un BR. Et là, on met un texte area.
Et on peut mettre un mot. Et après le texte ARIA, on met des boutons. Pour mettre en place des boutons, vous mettez bouton. Et vous voyez qu'à chaque fois, ce qu'on fait, c'est quoi? Tout ce qu'on écrit, c'est en anglais. Les mots-clés sont en anglais. Donc, il ne faut pas fuir les cours d'anglais. Hein. Bouton. Après, réinitialiser. Soumettre. Voilà. Donc, on actualise. Et on fait un petit retour à la ligne. Et donc, voici, c'est comme ça qu'on fait pour mettre en place ce qu'on appelle un formulaire. On finit de mettre les informations. Ensuite, on met un petit bouton. Et donc, voilà. Les autres choses que j'ai sautées, normalement, vous pouvez les faire, normalement. C'est bon? Dans le point 6, c'est de comprendre un petit peu comment fonctionnent les formulaires. Et après, vous allez faire des recherches sur ce qu'on appelle les types qui existent sur ce qu'on appelle des inputs. Il y en a plusieurs. Ceux que j'ai cités ici, on a parlé de ce qu'on appelle texte, file,